pour moi, initialement, le but était vraiment pas du tout de faire de thérapie. Je voulais juste qu'on me donne ma grosse dose de champignons pour que j'éteigne mon cerveau et que j'aille voir ce qui se passe de l'autre côté de la mort. C'était vraiment mon intention. Cette première séance qui devait être unique est devenue la première d'une série d'autres rencontres qui ont abouti effectivement non pas à mon voyage de l'autre côté de la mort, mais à mon voyage plus profond de mon être et de ce que j'y avais caché. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Comme promis, nous nous retrouvons cette semaine pour un nouvel entretien avec Stéphane Alix. Aujourd'hui, nous évoquons ensemble son dernier livre, Nos âmes oubliées, publié aux éditions Albin Michel. Dans ce témoignage bouleversant, il raconte comment il a réveillé ces derniers mois des souvenirs d'enfance qu'il avait complètement occultés. Des souvenirs d'inceste, d'abus dont il a été victime par un membre de sa famille. Dans cet entretien, Stéphane nous explique comment sa curiosité pour les psychédéliques l'a amené, presque malgré lui, à lever le voile sur ce pan de son histoire. Il exprime tous les doutes, toutes les peurs, toutes les questions que cette révélation, pourtant salvatrice, ont soulevées. Bienvenue dans un épisode poignant, tout en sensibilité, tout en authenticité. Avec Stéphane, nous allons parler de substances, certes thérapeutiques mais aussi dangereuses, de son corps qui lui signalait son mal-être et de son enfant intérieur dont il prend désormais soin. Bonjour Stéphane, je suis très heureuse de vous retrouver dans La Petite Voix. Bonjour, moi également. Alors, après avoir évoqué votre parcours si riche la semaine dernière, de reporter de guerre à fondateur de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, on va parler aujourd'hui de votre dernier ouvrage qui est paru au printemps dernier, qui s'appelle « Nos âmes oubliées ». Donc, c'est un livre de témoignages. Et alors, tout part d'abord de votre curiosité de journaliste, en l'occurrence votre curiosité qui va vous donner envie d'enquêter sur le travail d'un chercheur en neurosciences. On l'a rapidement évoqué lors du premier entretien. C'est un chercheur qui étudie les psychédéliques et les états modifiés de conscience. Et vous avez très envie de vivre, vous, cette expérience-là. En fait, j'étais en train j'enquêtais depuis 1 an et demi pour un gros projet d'enquête scientifique sur la relation cerveau-conscience. Comme on l'avait évoqué la semaine dernière, la question de la nature de la conscience est un des plus importants questionnements scientifiques de ce siècle, mais les neurosciences sont incapables de prouver que l'activité du cerveau fabrique la conscience. Et donc, je m'intéressais à différents types de recherches qui ont été faites autour de cette question-là. Et je suis aussi sensible à la question des psychédéliques. J'ai fait pas mal d'expériences chamaniques et je sais l'importance des recherches sur les psychédéliques, notamment dans le traitement de la dépression ou d'autres types de pathologies. Et je sais qu'il y a un renouveau aujourd'hui des recherches en neurosciences sur le sujet, et notamment dans un laboratoire à Londres où là, le chercheur s'intéresse aussi indirectement à la nature de la conscience, et il voulait en fait, dans un protocole de recherche officiel et tout à fait encadré, injecter de la psilocybine, qui est ce composé psychoactif que l'on trouve dans certains champignons hallucinogènes, à des volontaires pour voir
ce qui s'allumait dans leur cerveau, parce que sous haut dosage de psilocybine, les témoins racontent des expériences d'extase, de dissolution du moi, d'une intensité absolument bouleversante. Donc, on se disait, enfin, le chercheur Robin Carhart Harris se disait, j'ai vraiment envie de voir quelle zone du cerveau s'allume pour voir où naît en fait ces expériences mystiques. Donc, il met ses patients sous psilocybine, enfin, il les met d'abord dans l'IRM, il injecte la psilocybine. L'expérience est pour certains patients absolument bouleversante, sauf qu'au moment où ces expériences sont vécues subjectivement par les patients, une grande partie de leur cerveau s'éteint. Je schématise. Donc là, il se dit ça c'est pas possible. Si le cerveau, le cerveau est censé fabriquer toutes nos expériences conscientes. Donc, si tout d'un coup on vit une expérience consciente beaucoup plus intense que celle habituellement, on devrait observer, en toute logique, une activité cérébrale beaucoup plus intense que celle habituellement. Or, c'est exactement l'inverse qui se produit. Il se dit, c'est pas possible, c'est bizarre, j'ai dû me tromper quelque part, donc il refait l'expérience, et à nouveau, il se reproduit la même chose. Donc, il sait pas comment se dépatouiller avec ce truc-là, parce que ça colle pas avec les modèles. Donc, l'expérience est refaite dans d'autres laboratoires avec d'autres substances, avec de la DMT, qui est issue d'autres plantes psychoactives, elle est refaite avec du LSD, etc. Et à chaque fois, on observe la même chose. C'est-à-dire qu'à expérience intense, baisse d'activité cérébrale, au lieu d'observer exactement l'inverse, tel que les modèles devraient nous le montrer. Et donc, comme aujourd'hui, les neurosciences sont quand même globalement, majoritairement occupés par des scientifiques matérialistes, ils savent pas comment expliquer ce résultat. Ils essaient de trouver des modèles, etc., etc. Sauf que cette expérience, elle est assez similaire en fait à ce que vivent notamment des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente. Tous les témoins d'une expérience de mort imminente parlent d'une intensité de réalité absolument indescriptible, comme si tout d'un coup, en vivant cette expérience, ils vivaient une expérience beaucoup plus réelle que celle qu'ils vivent habituellement. Et cette similitude entre les expériences induites par Robin Carhart Harris dans son laboratoire avec de la psilocybine et les expériences de mort imminente m'a intrigué, et puis a intrigué d'autres personnes. Et d'une part, je me suis dit, il faut que j'essaye. Je peux pas induire une expérience de mort imminente parce que je vais trouver jamais aucun médecin qui acceptera de me mettre en arrêt cardiaque, et puis même ma femme est absolument pas d'accord. En revanche, si je me fais injecter de la psilocybine, peut-être que je vais vivre cette expérience qui ressemblera à certaines expériences que j'ai pu vivre en Amazonie, mais qui aussi pourrait ressembler à une expérience de mort imminente. Donc j'ai très envie d'essayer ça. Et surtout, l'autre aspect qui est intéressant, c'est que cette expérience, d'une certaine manière, comme les expériences de mort imminente et d'autres expériences liées à la conscience, enrichit une autre hypothèse qui est développée de plus en plus en neurosciences par certains chercheurs pour expliquer quelle est la relation entre le cerveau et la conscience. On parle d'une expérience qui avait déjà été d'ailleurs émise par des philosophes comme Bergson ou William James il y a près d'un siècle, qui est de dire que le cerveau ne fabrique pas la conscience, mais le cerveau filtre la conscience ou la capte, exactement comme une radio ne fabrique pas l'émission qu'on écoute sur RTL ou sur Europe 1, mais capte cette émission. Peut-être que la conscience, c'est en fait un champ qui n'est pas lié ni à l'espace ni au temps, et que le cerveau, par des mécanismes qui restent évidemment à découvrir, réduit une partie de cette conscience pour l'exprimer à travers une personnalité, à travers un être, et que vous, moi, les gens qui nous écoutent, sont des personnalités qui sont juste des morceaux d'une conscience immatérielle et intemporelle, réduite dans le temps et dans l'espace. C'est un peu complexe, mais le modèle est non seulement exploré et testé aujourd'hui par des scientifiques, mais il match beaucoup plus fortement avec la réalité des expériences extraordinaires qu'on observe que le modèle matérialiste. Donc, pour moi, c'était à la fois une expérience personnelle que j'avais envie de tenter et à la fois quelque chose que j'avais envie d'explorer aussi, parce que scientifiquement parlant, c'est peut-être la preuve que le cerveau ne se sert juste en fait à capter la conscience. Et si dans ce modèle, si le cerveau sert à capter la conscience, quand le cerveau marche moins bien, il filtre moins et beaucoup plus de conscience pénètre dans notre perception. Donc j'ai
j'ai essayé de contacter Robin Carr, mais malheureusement, il n'y avait plus aucun programme de recherche en cours au moment où je l'ai contacté pour tester de la psilocybine. Donc, je me suis tourné en fait vers des réseaux clandestins parce que les psychédéliques sont des substances qui sont Oui. non seulement légales et font partie du patrimoine chamanique en Amazonie ou au Pérou, mais sont interdites dans d'autres pays. Il y a donc une communauté à travers l'Europe, les États-Unis, qui existe de psychothérapeutes qui travaillent clandestinement avec ces substances parce qu'elles sont formidablement efficaces et aidantes. Elles n'ont rien à voir avec ce qu'on qualifie de drogue. Ça n'a rien à voir avec la cocaïne, l'héroïne, qui sont des drogues extrêmement dangereuses. Les psychédéliques sont d'une toute autre nature. Donc voilà, j'ai cherché à me rapprocher d'une personne qui pratiquerait cette psychothérapie pour pouvoir essayer cette substance qui sont quand même pas anodines. Hein. C'est quand même. Absolument, ouais. J'incite absolument pas à les consommer. C'est quand même très déstabilisant, très violent, et ça n'est pas récréatif du tout en aucune manière. Donc ça demande un cadre pour être exploré, soit le cadre chamanique, soit le cadre de la psychothérapie. Et là, avec les psychédéliques, on va atteindre une intensité de fragilisation, de vulnérabilité qui est telle qu'il faut impérativement que ce soit une personne d'une grande compétence. Oui. C'est pas parce qu'on entre dans le spirituel que tout d'un coup il faut faire n'importe quoi et suivre toutes ses intuitions ou sa petite voix en se posant pas une seule fois la question de savoir si c'est vraiment notre petite voix ou au contraire pas du tout notre petite voix mais nos peurs Oui. ou nos fantasmes, nos désirs. Donc effectivement les psychothérapeutes qui peuvent que ce soit en Europe ou aux États-Unis, utiliser les psychédéliques, le font dans un cadre extrêmement rigoureux, prudent. Ce sont des professionnels. C'est exactement comme un bistouri. Vous voyez, un bistouri, c'est pas dangereux en soi. Vous pouvez vous en servir pour égorger quelqu'un, mais vous pouvez vous en servir également pour faire une opération à cœur ouvert et sauver une personne d'une défaillance cardiaque. Donc c'est un outil. L'outil en lui-même, il est puissant. Les psychédéliques sont un outil formidable qui font objet d'un renouveau de la recherche aujourd'hui, mais qui doivent être utilisés dans un cadre, à défaut d'être légal, dans un cadre professionnel vraiment encadré. Ouais. Et là, c'est le cas du coup, puisque vous êtes mis en contact avec cette thérapeute que vous appelez Lénie. Ben voilà, j'ai trouvé cette thérapeute-là. Pour moi, initialement, le but était vraiment pas du tout de faire des thérapies. Je voulais juste qu'on me donne ma grosse dose de champignons pour que j'éteigne mon cerveau et que j'aille voir ce qui se passe de l'autre côté de la mort. C'était vraiment mon intention. Donc j'ai été très cash quand j'ai rencontré cette psychothérapeute. Voilà, elle a eu l'intelligence de pas me donner la substance comme ça et puis de discuter avec moi pour savoir quelles étaient mes intentions. Donc je lui ai parlé de mon travail autour de la mort de mon frère qui a déclenché mon intérêt sur la conscience et puis voilà, on a commencé à discuter. Et puis, en parlant avec elle, bah je suis aussi quelqu'un d'assez transparent. Il y a une confiance qui s'est établie avec elle. Et j'ai eu envie aussi d'exprimer ces petites choses dans ma vie au quotidien qui sont parfois compliquées à vivre. Ce mal-être que j'ai à certains moments, par exemple, l'absence de souvenirs de mon enfance. Enfin, voilà, des petites choses qui sont venues dans la conversation. Donc là, avec Lénie, voilà, je me dis, bah ouais, après tout... effectivement, il y a peut-être quand même quelques zones d'ombre dans ma vie. Ça vaut peut-être le coup Ouais. que je joue le jeu, quoi, que je me livre en toute franchise avec elle. Et donc, voilà, je vais pas entrer dans le détail, mais cette première séance qui devait être unique est devenue la première d'une série d'autres rencontres et qui ont abouti effectivement non pas à mon voyage de l'autre côté de la mort, mais à mon voyage au plus profond de mon être et de ce que j'y avais caché. Oui, parce que donc il va y avoir plusieurs séances, jusqu'à 7 séances, je crois que c'est la 3e, où vous avez tout d'un coup une vision incroyable. Vous avez une scène très précise de vous, enfant. Et là, comment dire, vous savez, et d'ailleurs vous écrivez, cette révélation explose et soudain, toute ma vie est là devant moi et tout s'explique. Voilà, tout d'un coup, en une fraction de seconde, vous savez. En fait, pour essayer de vous expliquer ça sommairement, quand je commence à travailler avec les psychédéliques sous la guidance de Lénie, je suis allongé, j'ai les yeux fermés, il y a une playlist de musique. L'expérience dure plusieurs heures, hein, ça se passe, on fait ça au début de la nuit. Et en fait,
j'attends des trucs. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis d'une certaine manière un peu en observateur, Ouais. parce que je veux voir alors qu'est-ce qui va apparaître, comment ça va se passer, etc., etc. Et en fait, progressivement, ce que Lenny me permet de comprendre, c'est que cette attente, cet observateur en moi, ce journaliste qui veut voir ce qui va arriver, c'est un moyen de se défendre de quelque chose. Elle me dit pas de quoi, elle me dit pas pourquoi, mais elle me permet de comprendre qu'il faut peut-être que j'arrête d'être dans ce truc-là et que je lâche prise. Vous voyez, ce fameux mot du lâcher prise que l'on entend partout en psychothérapie, dans le bien-être, etc. Lenny observe en moi quelqu'un qui n'arrête pas de vouloir contrôler l'expérience, en fait. Je suis dans le contrôle parce que en prétendant vouloir comprendre, en prétendant vouloir observer, en prétendant tout ça, en fait, je suis dans un contrôle. Et Lenny ne m'explique pas ce que je dois faire, elle me dit pas où aller, elle me permet juste de revenir dans mes émotions, de revenir dans mes sensations. Et rien que cette vigilance qu'elle a à mon encontre, quand elle me voit agiter sur mon lit, elle me dit respire, elle pose sa main sur mon front, elle m'accompagne en fait dans l'émotionnel. C'est une présence très maternelle, hein. Elle est. Oui, en plus, effectivement, c'est une présence très 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 rassurante. Cette présence-là me permet de revenir dans les émotions, sans savoir comment ça se passe. Là, grâce à elle, sans savoir où ça va m'amener, progressivement, je lâche prise. Et ce qui va m'exploser à la figure, c'est que quand je vais au cœur de mes émotions, au cœur de moi-même, il y en a une colossale qui sort, qui est effectivement une vision où je suis face à une personne de ma famille qui a manifestement abusé de moi quand j'étais un tout petit garçon. À plusieurs reprises, pendant plusieurs années. Et la vision que j'ai, c'est comme si tout d'un coup, j'avais instantanément, en une fraction de seconde, accès à tout un pan de mémoire que j'avais totalement gommé de ma vie. Des informations, je sais qui c'est, je sais très bien, je le vois, je vois une scène, je vois d'autres éléments de la scène, je sais que c'est lui, je sais que c'est arrivé depuis très tôt, peut-être 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à 8-10 ans, etc., etc. Et comme je l'écris dans le livre, effectivement, en une fraction de seconde, c'est comme si tout d'un coup tout devenait clair. Ah ok, je comprends pourquoi j'ai été un si bon journaliste en fait, hein, parce qu'un journaliste bon, c'est un type qui lâche jamais l'affaire, qui veut tout le temps questionner, qui veut tout le temps être dans le contrôle de son cheminement. Voilà, c'est ces choses qui ont fait de moi quelqu'un de qualifié dans le journalisme. C'était aussi pour moi une manière de me blinder et de me protéger, de me mettre à distance de mes émotions. Je comprends aussi mes moments de spleen, mes moments de dépression, alors que j'ai une vie de couple et je vis avec une femme absolument formidable depuis 20 ans. Il y a des moments de mon existence où je suis dans des états de déprime incompréhensibles. Tout d'un coup, je comprends que très très tôt dans ma vie, j'ai été dévasté. C'est le mot qui s'impose à moi. J'ai été dévasté, j'ai été complètement déréglé. À un moment où vous êtes pas, quand vous êtes un petit enfant, ça je l'ai lu après, j'ai découvert ça grâce à Boris Cyrulnik. Quand vous êtes un petit enfant, tout ce qui vous arrive est normal. Donc un homme proche en qui on a forcément confiance parce qu'il fait partie de la famille, qui vient me violer, c'est normal. Donc ce désir qui est le sien, ce désir égoïste, cet acte incestueux, il est normal dans ma vie. Donc je me suis construit depuis lors sur des réglages où des actes criminels sont normaux. Et ça m'a détraqué complètement. Alors Dieu merci, et j'ai eu des parents, un père et une mère aimants qui ont créé ce que Boris Cyrulnik appelle un cadre de résilience. C'est-à-dire ils ont permis, grâce à leur amour et à leur présence, de compenser le dérèglement et la dévastation créée par cet autre homme. Mais malgré tout, j'ai pu effectivement être résilient, j'ai pu ne pas tomber moi-même dans le désir de répétition de ces crimes et devenir moi-même un criminel. Mais malgré tout, j'ai porté quand même comme un manteau de merde, en fait. Pardonnez-moi ce terme, oui, mais oui. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir toute ma vie eu un manteau de merde sur les épaules, d'être infesté par un poison dont je ne connaissais pas l'origine. Et là, pendant cette séance avec Lenny, tout d'un coup, tout s'éclaire. Tout d'un coup, j'ai dit « Ah purée, mais c'est pas moi. Purée, c'est à cause de ça. » Sauf que, en même temps que je vis cette expérience, très rapidement, dès le lendemain, je me mets à douter. Je me dis « Mais c'est pas possible.
C'est pas possible que ça me soit arrivé et que je n'en garde aucun souvenir. C'est mon cerveau qui a inventé un truc pareil, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, Lénie a l'intelligence de me dire, dans le débrief du lendemain et l'accompagnement du lendemain, et puis dans les jours suivants, quand je la contacterai pour qu'elle m'aide aussi, elle a l'intelligence de me dire de laisser l'enquête de côté. Elle me dit, ne t'embarque pas à essayer de vouloir prouver des choses. Essaye d'écouter d'abord le petit garçon. Essaye de laisser s'exprimer cette douleur, cette tristesse. Et donc, dans les jours qui suivent, et notamment grâce à la présence de ma femme qui elle, a aussi développé des techniques d'accompagnement. Elle a publié un livre qui s'appelle La clé de votre énergie, dans lequel elle développe différents protocoles pour se libérer de traumatismes ou de mémoires du passé. Là, je savais que son travail était extraordinaire, mais là, grâce au protocole qu'elle va me permettre de faire, je vais me libérer émotionnellement avec une puissance que je n'imaginais pas. Et donc, dans les jours qui suivent cette révélation, je vais parvenir, grâce aux mots de Lénie, grâce à Natacha, grâce à ces protocoles, à ne pas réenfouir cette mémoire, à ne pas refaire taire ce petit garçon qui s'était réveillé en moi, et à l'écouter. C'est bouleversant, c'est très très puissant, c'est très déstabilisant. Sauf que au bout d'un moment, il faut quand même que j'en ai le cœur net. Cet homme est encore vivant aujourd'hui. Je voudrais qu'il avoue. Je veux aller le voir. Je sais qu'il faut pas que j'aille le voir en espérant qu'il avoue, parce que s'il avoue pas, ça va juste me détruire à nouveau. Et donc je vais passer les semaines qui suivent. Il va y avoir des signes, il va y avoir des choses absolument bouleversantes qui vont m'aider dans ce cheminement. Mais je vais passer les semaines qui suivent à essayer d'apaiser un peu ce doute et de comprendre comment est-ce qu'il est réellement possible qu'à 53 ans, 52 ans, je recouvre une mémoire dont je n'avais aucun indice. Alors, j'ai aucun souvenir de mon enfance, donc c'est pas comme si j'avais plein de souvenirs de l'enfance et puis que ce truc-là avait été gommé. Bon, c'est pas illogique, mais malgré tout, ça me paraît absolument inconcevable que je n'ai pu avoir aucun souvenir d'un acte répété. Alors que cet homme-là, j'ai continué à le côtoyer aux fêtes de famille. Il y a encore une dizaine d'années, on a eu une grande fête de famille où il était présent. Ouais. Donc, comment est-ce qu'à aucun moment je n'ai pu avoir un indice, une réaction physique Alors, une réaction physique, j'en ai une, parce que depuis 8 ans, au moment où je vis cette expérience-là, je souffre de problèmes au bide, d'une maladie auto-immune, comme si mon organisme luttait en fait contre une chose extérieure. Donc, je sais pas d'où elle vient, cette maladie. Elle m'empoisonne l'existence, elle me fait flipper parce que ça peut évoluer vers quelque chose de profondément dangereux et voire mortel. Et donc, je vais comprendre dans le cheminement de mon parcours que cette maladie est en fait le cri d'alerte de mon corps pour me dire qu'il lui est arrivé quelque chose quand il était petit. Et cette maladie, elle a aujourd'hui complètement disparu de ma vie. Incroyable. C'est fini. C'est vraiment tout le principe de la mémoire traumatique là, dont on entend parler de plus en plus souvent, parce que ça y est, on commence maintenant depuis quelques mois, quelques années à comprendre que le phénomène des abus sexuels sur les enfants est certainement beaucoup plus important que ce qu'on imagine, et notamment le phénomène d'inceste. Et vous expliquez très bien ce mécanisme-là de la mémoire traumatique, parce que quand même, vous allez reprendre votre casquette de journaliste pour comprendre ça, pour comprendre comment pendant 50 ans on peut occulter complètement toute une information pourtant essentielle. Mais oui, et oui, pour moi c'était vraiment la question absolument primordiale. Pour moi il était inconcevable que j'ai pu oublier une chose aussi grave. Donc si c'était inconcevable, ça voulait dire que mon expérience était d'une certaine manière imaginaire ou une reconstruction. Ça voulait dire qu'il fallait que je ne pouvais pas en parler à ma mère ou à ma famille, parce que si j'annonçais cette nouvelle sans en être sûr, ça allait être absolument dévastateur. Mais comment en être certain? À moins d'aller voir cet homme et de lui mettre une arme sur la tempe, ce que j'ai même à un moment hésité à faire. J'étais tellement pétrifié de douleur et que je ne voyais que ça comme solution. Bien sûr, oui, on sent la violence que ça peut réveiller. Ouais, voilà. Ouais. Donc, j'ai commencé à lire des récits d'autres personnes ayant vécu des abus sexuels, et puis j'ai lu notamment une psychiatre qui s'appelle Muriel Salmona, qui a créé une association d'aide aux victimes d'inceste et qui a même travaillé en tant que psychiatre là-dessus. Et j'ai découvert, à ma grande stupeur, que plus de 50%
des gens qui sont victimes d'inceste, plus de 50%, ont totalement oublié l'acte incestueux. Et plus la personne est proche dans la famille, plus l'amnésie traumatique va être à l'œuvre. Et donc, comme vous le soulignez, effectivement, ce phénomène, il est en plus extrêmement répandu. On commence à voir les récits sortir un peu partout. Donc, en fait, je découvre non seulement que l'amnésie traumatique est une réalité, et qu'elle touche sans doute peut-être des millions de gens. Et donc, c'est bouleversant, c'est déstabilisant, mais d'une certaine manière, ça me permet, dans l'espèce de posture de procureur dans lequel je me suis placé en tant que journaliste, où j'essaie à la fois d'entendre la souffrance du petit garçon, mais en même temps, j'essaie de prendre aussi, pas la défense de l'accusé, mais au moins donner une chance à l'accusé de se défendre, je commence à avoir la balance penchée de plus en plus en faveur de la réalité de ces expériences. Et je vais faire feu de tout bois pour étayer mon dossier d'accusation. Je vais même, je le raconte à un moment, faire appel aux médiums, voilà, parce que les médiums peuvent communiquer avec des défunts, mais peuvent aussi accéder à des informations par des moyens non conventionnels. Donc, à un moment, l'idée me vient d'envoyer cette photo de cet homme à différents médiums sans leur dire rien du tout, en leur disant juste que je ne les teste pas sur un défunt, en leur disant juste que cette personne est vivante. Est-ce qu'ils ont des choses à me dire? Et là, ce qui va sortir de ces expériences va être aussi vraiment, vraiment déstabilisant et va encore conforter la réalité de l'acte incestueux. Ouais. Et vous le dites, par contre, à plusieurs reprises. Hein, vous le dites à la fois, bien sûr, avoir mis le doigt sur cette histoire permet d'éclairer tout ce que vous avez vécu sous un autre jour et vous fait grandir. Mais c'est en même temps, c'est atroce, c'est hyper douloureux. C'est vrai que je me suis sérieusement posé cette question. C'est oui. Cette vulnérabilité dont on parlait la semaine dernière lors de notre premier entretien. Voilà, une part de moi sait que c'est en acceptant la vulnérabilité que l'on peut laisser sortir en lumière des choses qui autrement nous empoisonneraient l'existence de façon inconsciente. Donc cette fameuse petite voix qui nous intéresse tous les deux, pour y accéder, il faut aussi s'être rendu vulnérable, parce que sinon cette petite voix, elle peut être simplement la voix du nombre refoulé. Oui. Et c'est plus du tout notre petite voix qui va être de bon conseil, ça va juste être la voix d'un petit garçon terrifié parce qu'il a été violé enfant et qui dit n'importe quoi et qui croit comprendre la réalité alors qu'il comprend pas du tout. Et donc cette petite voix, c'est plus du tout la voix de la sagesse, c'est la voix de l'enfant traumatisé. Oui. Et il va plus du tout dire les mêmes choses. Donc pour entendre vraiment sa petite voix, il faut passer par ces moments de vulnérabilité. Donc je le sais, je sais aussi l'importance de l'existence. Mon travail d'enquête journalistique sur la conscience m'a amené aussi à m'engager dans un chemin spirituel. Je sais quel sens a l'existence aujourd'hui. J'essaye comme je l'expliquais la semaine dernière, de mettre de la lucidité et de la clarté dans ma vie. Mais il n'en demeure pas moins que parfois c'est dur et parfois c'est très très dur. Et ce que je vis depuis 1 an est tellement déstabilisant, tellement difficile, qu'effectivement, à 2-3 reprises, je me suis dit est-ce que si c'était à refaire, je le referais? Et une partie de moi dit non, j'aimerais plutôt être tranquille. Mais une autre partie de moi me dit non, j'ai pas envie d'être tranquille, j'ai envie de comprendre, ce qui m'empoisonne l'existence. Et Dieu merci, j'ai la force d'y faire face. Donc je vais utiliser cette force jusqu'à la dernière goutte de force pour exercer ce désir de lucidité et aller regarder en face ça. Mais effectivement, le doute, il est en permanence là. Quand je vois le visage de ma mère et que je vois sa tristesse de s'être aperçu de rien, quand je vois sa culpabilité naissante de se dire que son fils a subi ça et que elle a jamais pu intervenir ou faire quoi que ce soit, je la déculpabilise, parce que je dis mais tu sais, des mamans comme toi qui n'ont rien vu, c'est pas malheureusement c'est la faute du criminel, c'est pas ta faute à toi. Bien sûr. C'est lui qui s'est caché pour faire ces choses-là. Une personne de la famille, une personne en qui on a confiance. Mais voilà, malgré tout, même si, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu écrire un livre et donc rendre public cette histoire. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que là, c'est encore une autre étape dans votre histoire. Il y a aussi après ce moment où vous vous dites, je vais mettre ça sur la place publique, certainement pour aider d'autres personnes qui seraient passées par cette même expérience.
Parce que je suis journaliste dans l'âme et j'écris sur des choses qui concernent d'autres personnes. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit sur des sujets parce qu'il me semblait important d'apporter à la connaissance de mes lecteurs des choses qui m'avaient, moi, semblé importantes. Donc, en essayant d'utiliser ma plume et mes capacités d'écriture pour décrire cet état et les conséquences de l'amnésie traumatique sur ma vie avant, ça peut aider peut-être des gens à se dire ok, ce que Stéphane Alix décrit dans son bouquin sur ce qu'il vivait avant, c'est aussi un petit peu ce que je vis. Donc peut-être qu'effectivement j'ai des choses que j'ai enfouies, peut-être que des choses que j'ai amnésiées. Comment je peux faire pour aller les mettre en lumière et j'ai partagé chacune des étapes de la personne que j'étais avant, avec ces tortures inconscientes, et jusqu'à la mise en lumière de ce traumatisme, et puis les outils que j'ai utilisés pour à la fois en guérir une partie, et puis apaiser et dissiper les doutes. Et je vois aujourd'hui, effectivement, dans les témoignages, beaucoup de gens m'écrivent en me disant « mais ce que vous décrivez, c'est ce que je vis, c'est ce que je traverse, ce que vous racontez de vous avant de découvrir ce traumatisme, c'est ce que je ressens sur moi. J'ai une vie de couple épanouie, je suis heureux dans mon boulot, et pourtant il y a parfois des trucs qui vont pas. Je commence à me dire que peut-être ce qui va pas, c'est aussi similaire à ce que vous avez vécu vous. » Vous voyez, cette lucidité intérieure que j'essaie de cultiver dans ma vie, j'essaye aussi de le partager. Et c'est ce que je raconte dans mon livre. J'essaie de montrer que, voilà, c'est ça que je considère comme un cheminement spirituel. Vous l'avez souligné, Stéphane, vous le dites, vous êtes une personne différente. Il y a vraiment un avant, un après. Oui, c'est vraiment le cas. Alors, je reste dans cet état de fragilité, hein, j'en prends la mesure. Je pensais un peu naïvement qu'une fois le livre fini, hop, ça y est, tout allait redevenir normal. Mais en fait, je m'aperçois que j'ai été blessé profondément, et ça se guérit pas d'un claquement de doigts. Ces abus subis ont eu des effets dévastateurs sur moi, et je les ai mis en lumière. Mais le chemin de guérison n'arrive pas à son terme. En fait, il commence. Voilà, pour revenir à la question que vous posiez sur le bonheur la semaine dernière, enfin sur être heureux, je pense que c'est ça le véritable sens de la vie. C'est rencontrer ses forces et ses faiblesses et utiliser ses forces pour éclairer toutes les zones d'ombre que l'on peut éclairer pour se libérer de ça. Parce que quand on se libère pas de ces zones d'ombre, elles continuent à agir sur nous, et c'est comme si on avait en fait des étrangers au cœur de nous-mêmes, des étrangers à qui on ne peut pas parler, qui à certains moments prennent des décisions qui nous semblent absurdes et pourtant sur lesquelles on n'a plus la main. Oui. Donc en fait, être lucide, c'est reprendre la main sur sa vie. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai repris la main, mais je suis aussi, de fait, en conséquence, à nouveau ce petit garçon un peu sans défense, blessé, et je dois apprendre à le reguérir. Donc je suis à la fois dans cet état de confiance, de confiance, parce que je reprends la main sur ma vie, mais c'est pas de tout repos, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Stéphane, pour les prochains mois et les prochaines années ? C'est très gentil, mais d'être suffisamment lucide pour continuer ce chemin d'exploration de la conscience, pour être suffisamment lucide pour voir aussi les aides qui sont autour de moi, parce que je pense que on est aidé, vous savez, quand on lance à l'univers cette demande d'être aidé pour vivre, pour trouver des réponses. Quand on appelle cette petite voix intérieure pour qu'elle nous aide, elle nous aide. Le problème après, c'est que nous, on l'entend pas, quoi. Mais elle est là, elle parle. Notre petite voix, nos guides, des êtres du monde spirituel sont là tout autour de nous, et en fait, ils ne cessent d'essayer de nous inspirer, de nous conforter, de nous consoler, de nous conseiller. Mais on passe notre vie à pas les entendre et à s'imaginer qu'on est seul dans notre désespoir. Donc en fait, si vous pouvez me souhaiter quelque chose, c'est de me permettre d'avoir la lucidité, de m'apercevoir plus souvent de leur présence et de mieux capter leur message et leur aide. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Je voulais conclure ce dernier échange avec un extrait de Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, donc ce livre que vous avez écrit, je crois, en 2014. Et je trouve que ça boucle bien la boucle de nos deux échanges.
ne pas écouter sa petite voix intérieure et au-delà, ne pas accepter de voir ce qui souffre en soi, c'est prendre le risque finalement de passer à côté de sa vie. Remettre à plus tard, c'est souvent remettre à trop tard. Merci. Ça, c'est mon côté un peu radical, effectivement. Et cette phrase et cette évidence, elle m'a sauté aux yeux quand j'accompagnais mon père au moment de sa fin de vie. On était tous les deux seuls dans sa chambre d'hôpital. Oui. Et il était assis sur le bord du lit, puis il regardait par la fenêtre. Tout d'un coup, il me dit voilà, c'est quand même curieux. Quand je regarde le futur, c'est fini. Et quand je regarde le passé, c'est passé en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Et là, il claque des doigts. Et pourtant, il avait 85 ans, il a eu une vie remplie, il a voyagé, il a exploré des contrées en Asie, il a peint, il a fait 1000 choses. Mais voilà, malgré tout, au moment de sa mort, au moment de quelques jours avant sa mort, il s'aperçoit que sa vie est passée en un clin d'œil. Et je pense que nos vies passent en un clin d'œil. Elles peuvent être remplies de richesses colossales, on peut faire plein de choses, mais elles vont quand même passer en un clin d'œil. Et souvent, pour avoir travaillé sur l'accompagnement de fin de vie, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes qui travaillent en accompagnement de fin de vie, quand on va mourir, on regrette pas de l'argent, des possessions, des propriétés. On regrette des petites choses que l'on n'a pas fait, des mots qu'on n'a pas dit. Donc, j'essaye moi aujourd'hui d'avoir la mort présente en moi, non pas comme une menace ou comme quelque chose de paralysant et d'effrayant, mais comme la réalité de ce qui va arriver, et de vivre ma vie en faisant chaque jour ce que j'ai envie de faire pour ne pas reporter à plus tard des choses qui me sembleraient vraiment importantes. Donc parfois c'est radical, parfois ça peut aller à l'encontre de la logique ou d'un plan de carrière, ou je ne sais pas. C'est là où il faut justement avoir appris à écouter sa petite voix pour ne pas suivre des mauvaises directions. Mais je pense qu'il est vraiment important de cultiver ça, de cultiver l'accès à sa petite voix intérieure et de mettre en œuvre les choses qui nous semblent importantes sans attendre une sorte de confirmation qu'on est sur la bonne voie. Il faut se mettre dans l'action, se mettre dans la vie. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision, il y a juste celle que l'on assume et celle sur laquelle on s'engage et celle que l'on ne fait pas. Merci beaucoup Stéphane, je pense qu'on va rester sur ces très jolis mots. Et merci pour votre générosité, merci pour ces partages très touchants et très inspirants. Merci beaucoup. C'était avec un grand plaisir à vous. Longue vie à la petite voix. Merci. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.